Je salue le travail effectué par vos dirigeants et par vous tous pour développer le handball belge. Donc, je vous invite à continuer et je resterai solidaire quoi qu'il arrive de vos efforts. Alors, vous m'excuserez si les conditions ne sont pas parfaites. Il y a des conditions assez pas déplorables, mais je suis chez moi dans un contexte assez particulier avec un enfant de 2 ans, donc il peut m'embêter. Donc, j'ai normalement pris toutes les garanties, mais il est possible qu'il y ait un petit couac et je m'en excuse par avance. Donc, je n'aurai pas des conditions matérielles idéales, mais bon, écoutez, je pense que l'entraîneur de handball s'est habitué à travailler, à construire et à entraîner dans des conditions souvent innommables. Donc, on essaiera de faire au mieux. En tout cas, je me présente avec vous avec beaucoup d'humilité. Alors, Jonathan et moi, on a discuté sur un petit peu sur ce qui pourrait vous satisfaire, ce qui pourrait vous intéresser. Et on était parti sur l'idée d'exposer de voir un petit peu comment on pouvait construire et évoquer le projet de club de Brest-Bretagne Handball. Donc, l'idée, ce ne serait pas de présenter tout le projet parce que ça peut être rébarbatif, ça peut être ennuyeux, mais vous présenter un petit peu la démarche qui a été la mienne pour construire le projet de jeu d'attaque du BBH cette année, notamment pour être efficace en championnat de France, être efficace en Champions League. Vous avez exposé voilà, une démarche, vous présentez peut-être un point qui me touche vraiment dans notre attaque placée, et puis à partir de là, avec quelques exemples peut-être de situations, j'irai peut-être même jusqu'à un petit peu quelques conceptions portant sur la formation de la joueuse, parce qu'il me semble qu'on est tous tributaires de ce qui se passe chez nos jeunes pour développer le meilleur handball possible. Donc voilà, si ça vous sied, je vais enchaîner. Je vais essayer de m'appuyer sur un PowerPoint et je vais essayer de le mettre à l'écran pour pouvoir, moi, pas perdre le fil de ma présentation, si ça ne vous dérange pas. Donc le Brest-Bretagne Handball, alors, essayez de vous présenter un petit peu le club parce que ça part un petit peu de ça aussi, l'idée de proposer un jeu qui puisse permettre d'être un jeu gagnant et un jeu spectaculaire. Vous présenter notre arena. Donc, on est actuellement l'un des plus gros publics d'Europe. C'est pour la raison pour laquelle, pendant 2 années de suite, on a reçu la wildcard pour participer à la Champions League. Donc, on a un public et un engagement d'un territoire qui est breton, un territoire breton très fort pour le handball. Et l'arena, notre arena, qui peut contenir à peu près 4200 personnes, est un écrin qui, effectivement, a été un élément majeur de notre développement. Donc, cette arena, je vous invite un jour, si vous passez en Bretagne, à venir nous voir jouer. Ça peut vraiment être quelque chose de très grand. Donc, le sommaire de mon intervention, je partirai un petit peu de l'historique du BBH. Ensuite, j'essaierai de présenter l'équipe qui composait le Brest-Bretagne Handball cette année, engagée en Champions League et en Championnat de France. La démarche est la suivante. J'essaierai d'exposer quelques joueuses et notamment expliciter un petit peu les qualités qui m'ont permis de réfléchir et de construire au projet de jeu qu'on avait cette année. Ce projet de jeu étant construit, vous exposez un petit peu les problèmes qui ont été rencontrés face aux adversaires, ce dont il était important d'affiner, de travailler pour être efficace. J'essaierai, alors là par contre c'est peut-être là où je vais avoir quelques soucis, de vous présenter quelques exemples de situations pédagogiques. Jonathan m'avait dit que c'est quelque chose qui pouvait vraiment vous intéresser, donc je vais essayer de faire au mieux avec un tableau ou un cahier, mais j'essaierai de proposer quelques idées. Et enfin, si on a le temps, parce que je pense que l'échange par les questions-réponses est un moment très important pour être sûr de coller au mieux à vos attentes et à vos besoins. On essaiera malgré tout de voir si on ne peut pas réfléchir un petit peu à la formation de la jeune joueuse. Voilà l'idée de mon exposé. Alors rapidement, le Brest-Bretagne Handball, le club a été créé en 2012. Il est en 2016 champion de France de deuxième division. En 2016, il accède à la première division. Il faut savoir qu'en 2016, on gagne la Coupe de France dans le formidable Bercy devant un mur blanc breton alors qu'on était en D2 et c'est assez historique. C'était la première fois en France qu'un club de D2 gagnait la Coupe de France. Donc c'était un souvenir extraordinaire. Donc le BBH a gagné la Coupe de France en 2016 et en 2018. Engagé depuis 2016-2017 donc en LBE, LFH, première division féminine. Les 2 premières années, nous finissons vice-champion de France. On finit deuxième derrière Metz. Cette première année, en 2017, du fait qu'on n'ait pas gagné la Coupe de France, nous avons participé à la Coupe EHF, où on finit quart de finaliste. Donc 2016-2017 et 2017-2018, on est vice-champion de France. En 2018-2019,
c'était la saison dernière, la saison d'avant. Il y a eu on va dire un clash. Disons que c'est pas bien passé. On finit troisième du championnat de France. Et on se fait éliminer au premier tour du tour principal premier tour de Champions League, pardon. Et puis cette année, la saison 2019, on finit, le championnat n'a pas pu aller à son terme pour les raisons que vous connaissez tous. On finit donc premier du championnat ex aequo avec Metz. On avait un goal average particulier favorable sur eux, mais eux avaient un goal average meilleur. Donc au final, la fédération, avec l'ensemble des clubs, ont décidé de dire qu'on était premier ex aequo. Et cette saison-ci, 2019-2020, on s'est qualifié pour ce qu'on va appeler un final 8, puisqu'on doit jouer un quart de finale sec à Budapest contre Rostov, qui nous ouvrirait peut-être, en cas de victoire, l'opportunité de jouer au final fort, ce qui serait à Budapest, qui serait extraordinaire. Voilà, par rapport à l'histoire rapide, hein, j'expose rapidement un petit peu l'histoire un petit peu du BBH. Donc l'équipe cette année, ça c'était la présentation de l'équipe générale. Donc voilà un petit peu l'équipe. Donc on avait cette année 7 étrangères. En France, vous savez, on n'est pas embêté, il ne faut pas dire ça comme ça, mais c'est une contrainte dans la concurrence qu'on a avec les autres clubs européens. On est limité par le nombre de joueuses qu'ils appellent non JPS. La fédération l'appelle non JPS, c'est-à-dire les joueuses issues du parcours d'excellence sportif. En gros, on est limité par le nombre d'étrangères, où on peut en faire jouer 5 en championnat de France, voire une sixième si on a fait signer un premier contrat pro à une jeune joueuse. Et nous, on avait décidé d'en avoir 7 pour être le plus concurrentiel possible en Champions League. Donc, ça n'a pas été simple toute l'année pour gérer 7 étrangères, dont 6 pouvaient simplement jouer en première division française. Écoutez, on s'en est bien tiré puisqu'on a fini premier ex aequo avec Metz et qu'on est qualifié pour les quarts de la Champions League. Donc, les joueuses, rapidement, la source internationale française. Constance Monique a fait quelques apparitions en France A. Niakate, internationale française. Marta Mengue, internationale espagnole, joueuse d'expérience. Shenia Minievskaya, internationale allemande. Bella Gulden, internationale suédoise, qui a déjà gagné la Champions League avec Bucarest. Amandine Tissier, une joueuse française. Monika Koblinska, internationale polonaise. Anna Gros, internationale slovène. Alicia Toublanc, qui va être appelée au prochain stage de l'équipe de France. Pauline Cotanea, l'ailière droite avec Flip de l'équipe de France. Slađana Poplazic, qui est internationale serbe. Pauletta Fopa, internationale française, joueuse de 19 ans. Gaëlle Lehir, joueuse française. Sandra Toft, internationale danoise, qui a été élue, qui a été finie deuxième d'ailleurs du truc EHF, et qui avait été élue méga but du dernier mondial. Cléopâtre Darleux, internationale française. Agathe Quignou, internationale junior. Et Laurie Carratero, joueuse française. Voilà un petit peu l'équipe de cette année. Vous remarquerez qu'il y a en tout 18 joueuses professionnelles. 18 joueuses professionnelles. C'est vrai que nous, en championnat de France, on était l'équipe qui avions le plus de joueuses professionnelles. Pour la simple et unique raison, c'est que d'abord, on avait Bella Gulden qui revenait de maternité avec Cléopâtre Darleux. Donc, on n'était pas sûr de leur possible retour et dans quelles conditions. On avait Kalin Niakate qui revenait de blessure, une blessure l'année d'avant qui pouvait l'handicaper. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'au-delà du projet de jeu, de la qualité de jeu qu'on voulait mettre en place, c'est que le meilleur moyen de gagner des matchs, surtout d'avoir des joueuses sur le terrain et des joueuses performantes. Et avec le calendrier qu'on a entre le championnat de France et la Champions League, on s'est retrouvé dans des situations des années précédentes vraiment très difficiles par manque d'effectifs, des joueuses fatiguées ou des joueuses blessées. Donc on a voulu densifier notre effectif pour pouvoir, présenter une équipe solide, mais surtout être capable de surmonter ce calendrier qui est dantesque. Donc voilà un petit peu la condition d'équipe. Donc si je devais encore vous présenter un peu le tableau, voilà. Alors les années d'âge, surtout c'est peut-être ça qui peut vous intéresser. On a des jeunes joueuses Kenyu 2000. On a été capable d'aligner cette année en Champions League sur un match 5 joueuses en 2000. Donc on a été capable de le faire ça. On a des joueuses d'expérience et on a un mélange de jeunes joueuses inexpérimentées. On a des joueuses françaises, on a des joueuses étrangères. Il faut savoir, c'est qu'au-delà des 3-4 internationales françaises que nous avons, la plupart du temps, les internationales françaises sont plutôt au club de Metz. Donc, pour réussir à compenser et avoir des joueuses qui nous permettent de concurrencer les clubs européens, c'est vrai qu'on s'est orienté le temps de nous former nos joueuses et le temps d'être suffisamment attractif pour les joueuses françaises internationales. C'est vrai qu'on a fait appel à des joueuses, on a recruté des joueuses étrangères, internationales, de grand renom. Je pense que vous connaissez tous Isabelle Gulden, Sandra Toft, etc. et Anna Gros, évidemment.
Alors, si je dois partir un petit peu dans la… Ah, j'ai sauté un petit peu, non. Pour définir un petit peu l'idée du projet de jeu, je vais essayer d'abord l'idée de… C'est le process habituel, vous savez, c'est de dire on a défini au préalable un projet de jeu et puis on va essayer de recruter les joueuses en fonction du projet de jeu qu'on a construit au préalable. Ou alors, au contraire, on essaie de recruter des joueuses dont on a une idée de ce qu'on veut un petit peu en attendre, mais des joueuses de qualité. Et puis après, on va essayer de partir de la qualité de leurs points forts. Ça, c'est la démarche. Donc, vous présentez un petit peu les qualités des joueuses que je vous expose sur mon flash, sur mon slide, pardon, parce qu'il me semble que c'est ces joueuses-là qui m'ont permis de pouvoir construire quelque chose de très performant. L'idée de départ pour construire un projet de jeu est partie des qualités de ces joueuses. Donc, Anna Gros, Monika Kominska, Kali Atou, Niakate et Marta Bengue, donc sur les postes arrière gauche et arrière droite. Sejana Povlazic, pivot. Coralie Lassource et Pauline Katanea, qui sont des ailières. Isabelle Goulden, il manque un L ici, avec deux L, qui est international demi-centre. Donc voilà les qualités de ces joueuses. Alors je partirai d'Anna Gros, parce que le point de départ du projet de jeu de Brest est d'une réflexion à partir d'Anna, internationale slovène, qui est née en 91 et qui mesure 1m87, donc c'est vraiment un grand gabarit. À droite, gauchère, qui a un bras exceptionnel, c'est un des plus gros bras d'Europe, une vitesse et une précision du bras qui fait ravage partout. Hein. Elle est dans les deux, actuellement les deux meilleurs arrière droites du monde, avec Vyakareva, l'arrière droite russe, et puis il y a elle, et puis après il y a quelques autres, mais vraiment partie des deux plus gros arrière droites. Ses points forts, parce que c'est important de partir de ça. Quand vous construisez un projet de jeu, l'idée, c'est pas de construire à partir des points faibles. Les points faibles, vous allez surtout les évacuer, essayer de les réduire par l'entraînement et surtout faire en sorte que des joueuses qui ont une certaine estime d'elles-mêmes, des joueuses qui sont recrutées pour des qualités, des joueuses qui, à un moment donné, ont besoin de jouer en confiance et qui ont besoin de prendre du plaisir, soient amenées à être amenées sur leurs points forts. C'est les points forts des joueuses qui font gagner une équipe. Ce n'est pas leurs points faibles. Donc, les points forts d'Anna, buteuse et meneuse, c'est important. Alors, là, j'aurais dit meneuse, j'ai fait une erreur. Buteuse, c'est une buteuse invraisemblable. C'est une serial killer du but. Une buteuse incroyable. Et quand je dis meneuse, ce n'est pas meneuse de jeu. Ça veut dire que dans une équipe, c'est un leader. C'est un vrai leader qui refuse de perdre et qui va mettre tout en action, toute son énergie pour gagner les matchs, que ce soit en match, mais que ce soit aussi à l'entraînement. C'est vraiment une très grande professionnelle qui se met dans les meilleures conditions possibles pour réussir son métier le plus haut possible. Vraiment d'être très performante. Donc, un gabarit, forcément, 1m87. Vous n'avez pas tant de jeux de ça, de ce gabarit-là, malgré tout. Point fort, ça, c'est vraiment un super pouvoir. C'est des tirs sous toutes les formes. Elle est capable de tirer en appui, elle est capable de tirer à l'amble, elle est capable de tirer en suspension, elle est capable de tirer de très loin, de près, à 6 mètres. Elle est capable vraiment de tirer hors secteur, dans tous les secteurs du jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment un point fort. Avec une puissance de tir, une précision de tir. J'ai même mis un jour un gain de but qui était un gain de but professionnel suédois devant elle. Pour vous faire rire, elle l'a martyrisé. Quoi. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est capable vraiment de faire vraiment beaucoup de mal à des gains de but. Son autre point fort, et ça, c'est un des axes sur lequel j'ai voulu m'appuyer aussi pour construire le projet de jeu, c'est sa relation avec le pivot. Une relation très, très fine. Je ne sais pas si on a l'occasion de voir, parce que je ne sais pas si j'ai l'occasion de vous présenter quelques images vidéo, mais elle a un placement du bras, du fait de son gabarit, mais du fait de sa liberté de bras, qui fait qu'elle a une capacité, en plus du fait de sa dangerosité au tir, de sortir des ballons, des très très bons ballons au pivot. Et quand vous allez voir un petit peu avec la pivot que Brest a, voire même les deux pivots, parce qu'avec Pauletta Fopa, c'est une jeune qui va faire très très mal dans l'handball futur, dans le handball mondial. Cette relation avec pivot, c'est quelque chose aussi qui est très très fort, qui a marqué le début de saison. Vous avez parlé de son leadership, son mental, c'est une buteuse invraisemblable qui a la capacité à prendre beaucoup de tirs, mais c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on ne peut pas demander à une buteuse de ne pas prendre des tirs. Et à partir du moment où une buteuse prend des tirs, il faut accepter qu'elle rate des tirs, qu'elle rate des tirs. Si vous refusez qu'elle rate des tirs, elle va arrêter de tirer, et donc à partir de là, elle ne va plus marquer de but, alors que son point fort, c'est être capable de marquer des buts. Donc c'est dans la capacité d'accepter son ratio d'efficacité au tir qui font qu'elle peut solliciter toutes ses capacités. Ça, c'est très important. Au même titre qu'une meneuse de jeu, une créatrice, si vous refusez qu'une créatrice perde des balles, elle va donc prendre moins d'initiatives qui peuvent influencer sur le jeu, et à partir de là, elle n'est plus créatrice.
Pour qu'une joueuse puisse exprimer ses talents de créatrice, il faut être capable d'accepter un certain nombre de pertes de balles. Après, à vous, dans la discussion avec elle, dans le travail de collaboration, c'est jusqu'à où on accepte le nombre de pertes de balles, jusqu'à où on accepte le nombre de tirs ratés. C'est important dans la construction et dans la collaboration, dans la relation entraîneur-entraîné. Autre chose qui m'avait alerté chez Anna, parce que moi je la suis depuis longtemps, hein, quand j'étais sélectionneur de l'équipe de Tunisie, j'avais joué contre la Slovénie, avec la Tunisie, j'avais joué contre la Slovénie aux Jeux méditerranéens en Turquie. Et j'avais déjà pisté Anna à cette époque-là. Et elle a une qualité de lecture de jeu, ça veut dire d'être capable de comprendre les déséquilibres défensifs, être capable de comprendre, de lire les situations d'avantage et les situations de surnombre. Et ça, c'est excessivement important parce que grâce à sa qualité de sortie de balle et parce qu'un bras libre, elle est capable de mettre le ballon à des endroits qui sont très intéressants. Donc ça effectivement, c'était quelque chose que j'ai voulu utiliser. Voilà un petit peu dans les qualités que j'essaye de vous présenter pour Anna. Autres joueuses ensuite qui sont importantes dans la construction du projet de jeu, Slađana Poblazić. Donc je viens d'évoquer la qualité de la relation avec le pivot d'Anna. La relation avec Slađana Poblazić et Anna, c'est quelque chose qui est très fort. C'est une relation très très fine, qui s'est un petit peu dégradée au fur et à mesure de la saison. J'essaierai de vous expliquer pourquoi, mais qui a été vraiment un atout très fort pour le club de Brest cette année. Donc une internationale 7 qui est née en 88, 1m78, c'est pas un grand pivot par la taille, c'est pas un grand pivot par la corpulence, par le gabarit, par sa puissance, mais c'est quelqu'un qui a des qualités indéniables et qui fait partie, qui est régulièrement élu meilleur pivot en France et qui fait partie des meilleurs pivots européens, qui a été mise dans les 5 pivots pour lesquels on pouvait voter à l'EHF cette année pour meilleure joueuse EHF. Ses points forts, ses qualités de glissement. Donc elle sent le jeu, on dit souvent elle sent le jeu. Effectivement, elle a cette capacité à glisser dans les bons timings, dans les bons espaces. Et parce qu'elle a une adresse formidable, une prise de balle, que ce soit main droite ou main gauche, ces glissements peuvent faire enfin une mouche à partir du moment où vous avez une joueuse qui est capable de donner la balle au bon endroit, au bon moment. Donc je reviens toujours à la relation avec Anna Gros, dans sa capacité à lui sortir des bons ballons. Sa lecture du jeu, forcément, et son sens tactique. C'est une joueuse qui est polyvalente, c'est une joueuse qui peut jouer à tous les postes. Ça, c'est vachement intéressant avec Slađana. Et qui, quelque part, par son rôle de pivot, même si elle n'a pas la balle, est capable de mener le jeu. Mener le jeu par ses positionnements, mener le jeu par ses appels de balle et mener le jeu par ses relations qu'elle installe avec les joueuses à la périphérie. Ne serait-ce que par l'échange verbal, mais aussi par des relations fines qui sont construites en entraînement. Donc, c'est une joueuse qui a une lecture et un sens tactique qui est vraiment très intéressant pour déstabiliser l'adversaire et pour jouer juste face à un bloc défense qui s'articule d'une manière particulière. Donc, je vous ai parlé de sa polyvalence. Esprit joueuse, je pense que j'en ai fait cas. Et puis la relation fine avec Anna. Voilà. Donc Slađana, qui est encore à Brest, encore pour 2 ans. Ensuite, joueuse que je cherchais à recruter depuis 3 ans, Monika Koblinska, internationale polonaise, qui est une joueuse qui n'était pas connue, mais moi que je pistais depuis 3 ans parce que je l'avais vue jouer avec l'équipe de Pologne jeune. Et c'est une joueuse qui, par son état d'esprit et par ses compétences, m'intéressait vraiment. Donc internationale polonaise qui est née en 95. Pas un grand gabarit, quoique 1m77, à droite gauchère. Donc vous voyez un petit peu Anna Gros à droite gauchère. Vous avez peut-être commencé à voir où je veux en venir. Et puis Monika Koblinska à droite gauchère. Donc d'un coup, on a 2 joueuses très intéressantes au même poste. Pas au même registre. Monika, c'est une joueuse qui n'a pas une capacité à tirer de très loin comme Anna. Malgré tout, elle a une capacité à alterner des intentions de débordement, que ce soit intérieur ou extérieur. Et puis aussi, surtout, on pourra peut-être le voir si l'image contre Győr passe tout à l'heure, elle a une capacité à marquer des buts à mi-distance, en suspension. Elle ne tire pas en appui, elle ne tire pas les pieds au sol. Par contre, elle a un tir en suspension avec un geste très particulier qui font qu'elle est capable de marquer des buts dans des situations intéressantes à mi-distance. Alors, c'est une joueuse de percussion qui pèse sur un adversaire et qui use l'adversaire. C'est une joueuse qui a une capacité à traverser un secteur. C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable simplement de jouer dans son secteur de jeu direct face à sa numéro 2. C'est une joueuse qui est capable de changer le secteur, d'aller traverser, d'aller chercher l'espace entre les 2 et 3 opposés, voire même d'aller encore plus loin. Donc c'est une joueuse qui est vraiment intéressante dans la sollicitation qu'on peut en faire pour déstabiliser les adversaires. Et puis, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu chez elle parce qu'on ne peut pas avoir que des leaders d'une équipe, on ne peut pas avoir que des caractères forts, même si c'est une gagneuse. C'est son sens collectif, c'est son altruisme et sa volonté de toujours servir les autres. Ça, je parle de l'attaque simplement là.
mais ça se retrouve aussi beaucoup en défense. Monica est un atout très précieux pour nous en défense. Et quand vous avez une gauchère à droite qui est capable de défendre en position poste 2, c'est toujours très précieux. Donc Monica. Ensuite, je présenterai un ensemble d'arrière gauche. Il y avait Anna, Monica arrière droite, et puis je vais essayer de vous présenter un petit peu des arrière gauche qui m'ont aidé à réfléchir à quel jeu pouvoir développer en attaque. Donc Kaligiatou Niakate, internationale française, qui est née en 95, alors qui s'est malheureusement pété le tendon d'Achille à Crime, à Ljubljana, au mois de février. Donc ça a été un début de problème pour nous à gérer et qui effectivement a fait évoluer quelque part notre projet de jeu à partir de février. Alors, on n'a pas pu voir les bénéfices de nouvelles orientations en fin d'année à cause du Covid. Mais une chose est sûre, c'est que la blessure de Kali a été quelque chose de problématique à gérer. Donc, Kali, né en 95, 1m77 arrière gauche. Ses points forts en attaque, sa puissance dans les duels et dans les percussions. C'est quelqu'un qui pèse, c'est quelqu'un qui est capable de traverser fort. Et il faut s'y mettre à plusieurs. Et par exemple, elle a fait sortir des joueuses carton rouge. À bout de notch, elle était capable vraiment de faire très très mal et de faire sortir une joueuse carton rouge. Sa capacité à traverser intérieur et extérieur, voire hors secteur, comme Monica. C'est une joueuse qui, est, par sa puissance et son explosivité, a la capacité à traverser des espaces et donc déséquilibrer des défenses. Et enfin, et j'y ai mis une condition, parce que c'est un des points pas négatifs, mais à chaque fois un des points à résoudre chez Kali, c'est sa capacité à gagner duel, certes, mais si là, avant elle a eu un travail préparatoire à sa course qui lui permet de courir effectivement droit vers le but. Si Kali n'a pas ce travail préparatoire et qu'elle commence à partir en travers, là elle est inefficace. Vous avez des joueuses qui peuvent partir en travers et qui ont cette capacité à se réorienter pour gagner duel ou pour traverser ou pour prendre des tirs. Kali, elle n'a pas cette capacité. À partir du moment où elle n'a pas préparé sa course pour courir droit vers le but, là, elle est beaucoup moins efficace. Une chose est sûre, c'est que quand elle y arrive, là, ça fait mal. Je peux rentrer ensuite des alternatives au poste arrière gauche. Donc, Marta Mengue, peut-être que vous connaissez parce que ça a été quand même une des meilleures joueuses du monde en son temps, internationale espagnole, alors née en 83, donc vous imaginez 36 ans, 37 ans cette année, joueuse de très grande expérience, qui est une joueuse monumentale, qui est en fin de carrière, mais qui va continuer à jouer l'année prochaine en LBE à Bourg-de-Péage. Donc, qu'on n'a pas conservé parce qu'on a essayé de se projeter sur un nouveau cycle. Et c'est une joueuse monumentale qui fait, moi, j'ai marqué 1m72, mais je ne suis pas sûr qu'elle dépasse 1m70, donc vous m'en excuserez. C'est une arrière polyvalente, ça veut dire qu'elle a commencé sa carrière demi-centre, elle a été très vite arrière gauche et meilleure joueuse du monde. Et puis, pour des besoins de l'équipe nationale espagnole, elle est passée arrière droite. Et arrière droite, droitière, elle a déstabilisé beaucoup d'équipes. Et nous, avec le Brest, elle nous a rejoint quand on était en D2, donc c'était un sacré pari. Et elle nous a vraiment aidé en jouant arrière droite. Et puis cette année, puisqu'arrière droite, on était bien lotis, je l'ai réorienté arrière gauche. Malgré tout, à Győr, par exemple, elle a fini le match arrière droite. Donc c'était une joueuse précieuse dans sa capacité à nous apporter son expérience. Alors ses qualités, un jeu sans ballon incroyable, qui n'est pas sans poser simple problème parce que dans le langage commun qu'il peut y avoir entre les joueuses, vous devez avoir une relation fine dans la relation passeur-réceptionneur, dans le timing d'engagement et dans les timings de passe. Et les timings d'engagement de Marta, qui est issu d'un jeu espagnol, mais aussi d'un jeu très instinctif, ne sont pas forcément les mêmes que les timings de la plupart des joueuses françaises et des joueuses étrangères qui composent mon équipe. Ce qui fait que dans les timings de passe pour les partenaires, ce n'était pas simple de lui sortir des ballons. Il y a une joueuse qui s'entendait formidablement avec elle parce qu'elle a une capacité à sortir des ballons n'importe quand, n'importe où. C'était Bella Goulden, qui est une des meilleures passeuses du monde. Et avec Bella, elle s'entendait bien toutes les deux. Et c'est pas simple de jouer avec Marta. Mais ce jeu sans ballon est vraiment un point fort parce qu'elle prend de vitesse des adversaires, elle surprend des adversaires. Nécessairement, parce que c'est une joueuse de petit gabarit, pour s'exprimer, elle a une capacité de vitesse et d'explosivité dans les duels. Elle est capable de déborder à gauche, à droite, elle est capable de jouer main droite, main gauche. Elle marque des buts main droite, elle marque des buts main gauche. Donc c'était vraiment un atout fort. Son sens statique, issu de son expérience de haut niveau, donc vous en doutez bien. Deux autres choses qui semblent importantes aussi, c'était sa relation à deux. Ça veut dire qu'elle construit un petit peu comme l'école yougoslave, qui était vraiment un handball extraordinaire basé sur la relation à deux, et exigence technique et exigeante dans la relation à deux. Et Marta a la capacité à construire des choses très fortes avec le pivot, à utiliser le pivot avec des blocs, avec des appels de balles contre course. Et puis, elle est capable de construire des choses avec son ailier, avec sa demi-centre. Et ça, ces relations à deux, ces relations fines, sont des moments qui sont très intéressants pour débloquer des situations dans des matchs
quand les matchs sont dans des équilibres de rapport de force ou que vous n'arrivez plus à trouver de solution parce que l'adversaire, la défense de l'adversaire a réussi à annihiler vos volontés d'attaque. Ce que pouvait de temps en temps entreprendre Martha était vachement intéressant pour surprendre l'adversaire. Ensuite, je vous parlais vraiment d'une joueuse monumentale qui a été une des meilleures joueuses du monde, Isabelle Gulden, internationale suédoise, née en 89, 1m78 demi-centre. Alors, Isabelle Gulden, elle est arrivée chez nous il y a 1 an et demi, au début de la saison 2018-2019. Et bien heureux lui est arrivé, elle est tombée enceinte en octobre 2018. Donc voilà, donc elle a été maman et elle nous est revenue progressivement cette année, à partir du mois d'octobre, à partir du mois de novembre. Mais j'avais quand même en arrière-pensée que Bella Gulden, qui est issue d'une école suédoise, donc une école de la santé et du travail personnel, du travail en autonomie, que Bella allait revenir. Donc, mais la prise en compte, on le verra après, la prise en compte de la maternité de Bella m'a forcément obligé à réfléchir différemment pour le projet de jeu qu'on devait construire pour cette saison. Bella, sens tactique et expérience, lecture du jeu extraordinaire, gestion des rythmes, très important, et capacité de ralentir le jeu pour le réaccélérer, mais être capable d'accélérer le jeu au moment pour le ralentir. Donc, capacité de gestion des rythmes et de gestion des rythmes de passe, capable d'accélérer une passe, comme elle est capable de porter un peu la balle pour pouvoir sortir le ballon dans le bon timing à un partenaire. Donc, cette gestion des rythmes de passe est vraiment très important. Donc, comme toute meneuse de jeu de grande qualité, animation du jeu et mise en situation des partenaires, c'est-à-dire qu'elle a ce sens, cette volonté de mettre en situation les autres en situation dans leur point fort et dans la situation d'avantage. Qualité de passe, transmission d'avantage, j'en ai parlé. Et capacité à délivrer un bloc défense par la passe et l'orientation du jeu. Donc, c'est inhérent à ce que j'ai dit avant. Sa capacité de passe, de lecture du jeu et de gestion des rythmes l'amène à déséquilibrer les défenses par des contre-pieds, par des sauts de passe, des passes au loin, des passes auprès. Donc, c'est vraiment un point fort. J'exposerai 2 ailières. Ça va peut-être vous surprendre, mais ça nous a aidé quand même malgré tout pour alterner des initiatives d'arrière ou des initiatives d'ailière. S'appuyer sur Coralie Lassource, internationale française. Ailière gauche, puissante, qui était dernière en Hongrie. Puissance, explosivité, vitesse en contre-attaque, comme beaucoup d'ailières de très haut niveau. Mais surtout, ce qui était intéressant pour elle, c'est que c'est une joueuse qui a été formée à d'autres postes, donc qui a une polyvalence, qui a des capacités de débordement à l'aile, mais surtout hors secteur. Donc, c'est vachement intéressant. Si les arrières, à un moment donné, ne peuvent plus déborder, on peut avoir un jeu qui permet d'amener les ailières dans le secteur central pour essayer de déséquilibrer, de déborder la charnière centrale. Sa polyvalence et un mental, un sens du groupe. C'était notre capitaine cette année. Donc, c'était une joueuse très précieuse qui, après une année difficile, 2018-2019, a eu cette capacité à aider le staff à remettre le groupe dans le bon sens. Et j'essaie d'enchaîner vite avec Pauline Coitenea, internationale française, joueuse de petit gabarit, mais un mental extraordinaire. Et la même chose que Coralie, cette capacité à changer de secteur devant la défense. Coralie a cette capacité à jouer pivot, vraiment de grande qualité. Pauline, pivot, ce n'est pas forcément son truc. Par contre, devant la défense, parce que gauchère, elle a beaucoup joué arrière droite quand elle était jeune. Et donc, elle a aussi cette capacité à provoquer des situations d'avantage, je pense, en débordement. Voilà globalement les qualités des joueuses qui me semblaient essentielles à vous présenter sur les 18 professionnels. Alors, projet de jeu, j'essaie d'être cohérent. J'espère que je ne parle pas trop vite, parce que je vois que le temps passe. Mon temps n'est pas compté, moi, donc on peut enchaîner très loin. L'idée de projet de jeu, ça, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez ça en tête. C'est que quand on construit on a envie de construire un jeu, on doit avoir en tête l'envie d'innover et de surprendre l'adversaire. Et quand vous voulez innover, c'est quelque chose qui est très important. On ne peut pas être frileux. Il faut faire preuve d'audace. Il faut faire preuve d'audace. Et l'audace, ce n'est pas de la prise de risque. L'audace, ce n'est pas je me jette d'une falaise en ne sachant pas ce qui va se passer. L'audace, il y a toujours un préambule à l'audace, c'est la réflexion. C'est-à-dire que vous êtes capable d'avoir une analyse fine des joueuses, une analyse fine des complémentarités que vous pouvez trouver, une analyse fine des rapports de force à venir et de ce que l'adversaire pourra vous présenter. Et il va falloir donc avoir cette réflexion très fine pour pouvoir imaginer un jeu qui puisse déstabiliser et surprendre l'adversaire. Et donc, à partir de là, il faut oser. Oser après une analyse cohérente. Alors, c'est bien d'oser, mais après, il faut faire. Donc, il faut être capable de le mettre en place. Et malheureusement, si votre analyse n'est pas fine et si vous n'avez pas cette analyse préambule à la mise en action de votre adversaire,
effectivement, le faire peut être un problème au sens où vous pouvez aller dans un mur et pas convaincre vos joueuses. Donc, cette notion d'audace et d'innovation est très importante et va trouver sens un petit peu dans la proposition que je vais vous faire après du jeu qu'on essaie de mettre en place cette année. Dans le projet de jeu d'attaque, on en revient toujours aux mêmes items. Hein. Vous savez, l'objectif de l'attaque, c'est de créer un avantage qu'on va chercher à exploiter. Alors, un avantage, c'est quoi? Ça peut être un avantage, c'est être capable de créer un surnombre. Un avantage, ça peut être l'idée de jouer sur l'espace, sur le temps, créer un surnombre, un 2 contre 1, un 3 contre 2, un 4 contre 3. Mais ça peut être aussi autre chose, hein, une situation d'avantage. Et les garçons le démontrent tout le temps à travers le handball moderne. Le handball moderne, c'est que chez les garçons, il n'y a pratiquement plus de place, tellement les joueurs sont volumineux, ils sont monstrueux. Et donc, les joueurs sont capables maintenant d'exploiter des avantages à partir du moment où ils ont réussi à isoler un adversaire. Un 1 contre 1 sur un grand espace chez les garçons est une situation d'avantage. Un 2 contre 2 arrière pivot contre 2 défenseurs avec beaucoup d'espace chez les garçons est une situation d'avantage. Donc j'ai envie de vous dire qu'une situation d'avantage, ce n'est pas simplement un surnombre, ce n'est pas simplement jouer à 7 contre 6 comme on le voit le plus souvent et pour lequel d'ailleurs le handball belge a montré des vertus extraordinaires. C'est aussi, ça dépend aussi des pouvoirs, des super pouvoirs des joueuses, de leurs compétences, de leur savoir-faire, de capacité physique, de capacité de lecture. Donc l'idée, voilà, c'est quoi créer un avantage. L'idée, c'est quoi un avantage, pardon. Donc l'idée du projet de jeu, ça va être d'essayer de mettre en place un jeu en partant des points forts de vos joueuses, les créer un avantage par leurs compétences et voir un petit peu comment on peut exploiter cet avantage. Alors comment le créer? Alors on en vient toujours au même. Hein. Alors au plus les jeux ont des savoir-faire et au plus vous pouvez avoir un jeu simple. Et au moins les joueuses ont des compétences et au plus vous êtes obligé de développer un jeu très complexe, très compliqué pour réussir à déstabiliser une défense. Ce qu'on va appeler un petit peu le jeu de mouvement, vous allez avoir des changements de secteur, de partenaires, des aiguillages, des croisés, etc., etc. Parce que vous ne pouvez pas déstabiliser l'adversaire simplement par un duel 1 contre 1, vous n'êtes pas capable de déstabiliser l'adversaire simplement par la passe, et que pour réussir à déstabiliser, à créer une situation d'avantage, vous êtes obligé d'utiliser des artifices par des changements de secteur, par des mouvements de joueuses associés à de la passe, qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez à retrouver soit ces situations de surnombre, soit cette situation d'avantage, entre guillemets, pour une joueuse qui a un super pouvoir. Donc, voilà, le créer, c'est soit le jeu de duel, soit l'utilisation éventuellement de blocs, soit c'est le jeu de mouvement associé à des passes. Ça peut être les 3 principaux moyens pour créer un avantage. Alors après, projet de jeu, forcément, faire preuve d'audace, ok. Créer un avantage, ok. On a expliqué un petit peu les moyens pour créer cet avantage que vous devrez exploiter. J'ai mon entraîneur adjoint qui a fait une étude. Je n'avais pas pensé vous en parler avant, mais ça me vient à l'esprit un instant. Mon adjoint a fait une étude pour passer son diplôme d'entraîneur de haut niveau à la Fédération française de handball sur c'est quoi qui faisait la différence entre une équipe française de première division française et une équipe de haut niveau de Champions League. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'une équipe de Champions League avait tout autant de situations d'avantage créées qu'une équipe française de première division. Alors, des fois même un petit peu moins, parce que les rapports de force et s'équilibrant, des fois il y a des situations d'avantage qui ne sont pas aussi souvent créées que ça en Champions League qu'on s'imagine. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'en Champions League, une situation d'avantage est résolue, est jouée, est exploitée de manière quasi parfaite, quasi systématiquement. Et la différence entre une équipe comme Győr, qui domine le handball européen, avec une équipe qui va peut-être être en bas de l'échelle européenne, ou une équipe de Champions League avec une équipe de première division française, c'est cette capacité à jouer juste pour exploiter un avantage. Donc, vous voyez, être capable de le créer, c'est bien, mais après, il faut avoir la capacité à l'exploiter. Alors, je reviens enfin pour le projet de jeu. Comment associer des joueuses? Vous devez réfléchir aux complémentarités. Je vous ai parlé tout à l'heure de timing de passe, de timing d'engagement, mais aussi de leadership, de compétences associées. On ne joue pas qu'avec des tireuses, on ne joue pas qu'avec des joueuses créatrices, on ne joue pas qu'avec des pivots, on ne joue pas qu'avec, etc., des évidences, hein, mais les complémentarités, les affinités avec les joueuses, il faut les trouver, il faut les développer. Comme m'a dit un jour Daniel Constantini, il me disait au plus les arrières latérales sont performantes, ont une capacité à marquer des buts, et au moins la demi-centre aura besoin de marquer des buts, et elle jouera au plus pour les arrières latérales. Et inversement, au plus vous avez une demi-centre charismatique, capable de marquer des buts et capable de peser sur le jeu, et au moins vous avez besoin d'avoir des arrières latérales buteuses et qui présentent des impacts très forts. Donc voilà,
Donc, c'est toujours des équilibres à trouver pour avoir un jeu qui soit cohérent, tout le monde ne devant pas jouer le même rôle, tout le monde va se marcher sur les pieds. Comme je vous l'ai dit déjà, solliciter les points forts des joueuses, c'est une petite évidence. Alors en France, on a toujours tendance un petit peu à s'occuper que des points faibles. On parle souvent des points faibles. En France, quand on parle de quelqu'un, on dit ouais, mais celui-là, si, celui-là, ça. Non, non. C'est au plus haut niveau, c'est les points forts qui comptent. Et j'ai envie de vous dire que tout à chacun, vous, moi, tout le monde, on a tous des points forts, on a tous des qualités. Et c'est à un moment donné ces qualités qui nous font bien jouer en handball, mais qui nous font vivre ensemble et qui nous font peut-être être heureux dans le jeu qu'on veut développer. Donc c'est vraiment s'appuyer sur les points forts. Et la dernière chose, parce que on ne peut pas jouer contre nature au sens où vous ne pouvez pas donner un rôle à une joueuse qui n'a pas envie de l'assumer, vous ne pouvez pas donner un rôle à une joueuse qui n'a pas les compétences à son sens. Après, il peut y avoir un travail d'échange avec elle pour la convaincre, mais l'idée, c'est de dire, pour développer un projet de jeu, il faut être capable de donner des rôles, distribuer des rôles aux joueuses, les rôles qu'elles veulent bien avoir. Hein. Par exemple, moi, j'ai des ailières qui me disent, Laurent, de rester au point de corner pour attendre que ça se passe et simplement finir, moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai envie de peser sur le jeu. Moi, je sais déborder. Moi, je suis capable. J'ai joué dans d'autres clubs sur la base arrière. J'ai la capacité à venir peser aussi sur l'intérieur. J'ai la capacité à déborder. J'ai la capacité à jouer pivot. Donc, Laurent, on voudrait te solliciter. On voudrait avoir un rôle qui soit beaucoup plus étendu. Et d'autres. Hein, vous pourriez, par exemple, Pop Lazic, elle me dit, Laurent, mais pourquoi tu m'utilises que pivot? Elle m'a embêté toute l'année, mais pourquoi tu ne me fais pas jouer demi-centre? J'aimerais jouer demi-centre. Vous voyez, donc, alors après, on peut pas. Et j'essaie de convaincre Poppy en la mettant des fois devant des absurdités à l'entraînement. Je vais essayer de lui démontrer qu'au plus haut niveau, c'était difficile pour elle de jouer demi-centre. Malgré tout, elle a été capable de jouer demi-centre sur quelques actions contre Győr. Vous voyez, donc, des fois, l'entraîneur, il faut qu'il ferme sa bouche pour réussir à accompagner ses joueuses. Voilà. Alors, je vais essayer de rentrer un peu plus dans le spécifique du projet de jeu du club de Brest à partir de ces considérations. Jeu d'attaque de Brest. Donc, point de départ, vous vous rappelez, j'ai dit Bella Goulden, qu'on avait recrutée pour être notre meneuse de jeu, tombe enceinte. Elle est tombée enceinte on va dire mi-2018. Je ne suis pas sûr de son retour. Comment je vais faire? Avec qui je vais jouer demi-centre? Sachant que j'avais une joueuse française, vous vous rappelez, Amandine Tissier, mais qui ne pouvait pas être toute seule et ne pouvait pas assumer toute seule le poste de demi-centre. Donc, j'ai imaginé deux choses. J'ai imaginé, tant que Bella Goulden n'est pas là, je vais mettre Anna Gros demi-centre et on va essayer de voir quel jeu on va pouvoir développer et avec qui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps parce que moi, j'ai 51 balais, bientôt 52. Moi, je suis issu un petit peu d'une école particulière. J'ai appris l'handball en buvant les paroles de Daniel Constantini il y a 30 ans de ça. Et à un moment donné, vous vous rappelez, Constantini, peut-être les moins jeunes un peu moins, les plus jeunes un peu moins, mais Constantini, quand il révolutionne un petit peu, quelque part, un peu le handball français et peut-être un peu le handball mondial, en plaçant en 92 pour les Jeux de Barcelone, Denis Latour à gauche, qui était capable de gagner un contrat sur n'importe quel défenseur du monde, Frédéric Voll, qui était un buteur extraordinaire et qui avait des qualités physiques monstrueuses, et arrière droit, on avait soit un gaucher avec Stéphane Stocklin, soit éventuellement Laurent Munier à droit, droitier, mais qui était capable d'inventer des tirs, comme avait dit Nedef, un grand entraîneur roumain. Donc moi, depuis longtemps, j'avais cette idée au handball féminin de réussir à, pourquoi pas, développer un jeu qui pourrait ressembler à ça. Et je me suis retrouvé dans la situation, Bella Goulden étant en situation de retour de maternité, donc ne pouvant pas être performante vite, d'imaginer avec quel jeu on pourrait développer. Et j'ai senti cette occasion-là. D'autant plus qu'Anna Gros, je l'avais vu jouer en 2013 avec son équipe de Slovénie contre la Tunisie. Je l'avais vu jouer demi-centre. Et ça, je m'en suis rappelé. Donc voilà. Alors les avantages, vous avez une demi-centre qui est buteuse. Donc ça veut dire que dans le secteur central, face à des défenses, il y a 99% des défenses. Tout droit, pas par là. Il y a 99% des défenses féminines sont des 0,6, et même maintenant les garçons de plus en plus. Donc vous avez vraiment une joueuse dans le secteur central qui peut représenter un danger très très fort et en plus qui peut avoir une relation très fine avec sa partenaire pivot. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Les inconvénients, vous pouvez vous priver d'une arrière droite gauchère qui est capable de marquer des buts, mais surtout, en elle positionnée demi-centre, vous pouvez perdre en qualité de jeu collectif. Donc ça, c'était quelque chose auquel il fallait qu'on lutte et qu'on travaille pour justement ne pas tomber dans ce piège-là. Et puis, deuxième projet d'attaque, Bella Goulden, un jour, elle va bien revenir parce que j'avais confiance en sa capacité à revenir. Et donc, on avait le jeu avec Bella Goulden demi-centre,
avec un certain type de joueuse pareil, c'est-à-dire qu'il y avait un certain type de joueuse, notamment sur la base arrière qui était associée à Anna, et puis d'autres joueuses qui étaient associées à Bella sur les postes arrière latérales. Alors les avantages, écoutez, c'est un jeu un peu plus classique avec Bella, meneuse de jeu, un jeu classique basé beaucoup sur la passe et sur le mouvement. Ses inconvénients principaux, c'est que vous pouvez vite être lu par l'adversaire. C'est-à-dire que les adversaires peuvent vite détecter un petit peu les différents enclenchements, les différents mouvements, et à un moment donné, ils peuvent être là où justement on ne veut pas et annihiler vite un projet d'attaque. Et puis ça dépend aussi beaucoup, ça dépendait beaucoup de la capacité de Bella à être aussi performante qu'avant. Je peux vous assurer que là, ça va le faire. Donc voilà un petit peu l'idée de départ du projet de jeu d'attaque. Avec, je retiendrai la suite. Je vais surtout repartir du jeu avec un agro parce que, avec toute humilité, j'ai le sentiment que en Champions League cette année, ça a été le projet de jeu qui a quelque part apporté quelque chose de nouveau sur la scène européenne, en plaçant une demi-centre buteuse du profil d'Anna. En général, vous avez des demi-centres buteuses, meneuses de jeu, qui ont des capacités de tir, certes, mais qui n'ont pas ce super pouvoir que peut avoir Anna. Donc les associations possibles sur la base arrière, c'était Kalini Akate, vous vous rappelez, capacité de percussion de 1 contre 1, Kobylinska, Monica, pareil, et puis Anna au milieu. Donc ça, c'était une base arrière. Après, quelques variantes avec d'autres joueuses, mais c'était surtout cette association-là que je voulais mettre en avant dans le projet de jeu, un jeu beaucoup plus direct. Et puis la deuxième alternative avec le retour de Bella Goulden, c'était d'associer Kalini Akate, mais aussi Martha Mengue. Vous vous rappelez, je dis que Martha avait une relation avec Bella Goulden qui était une relation vraiment très fine. Et puis Anna, si Anna n'était pas demi-centre, capacité à mettre Anna arrière droite, donc la remettre à son poste de prédilection avec une Bella Goulden qui était capable de la mettre en situation et de lui faire marquer des buts. Donc c'était ça les alternatives possibles dans le projet de jeu d'attaque. Alors, on essaye toujours de repartir sur des bases, partir du général pour aller au particulier. L'idée directrice de notre jeu d'attaque avec une demi-centre buteuse, avec Anna, c'était de dire on va avoir la capacité à créer de l'espace pour les joueuses de duel par le placement du pivot et par la concentration des défenseurs devant la demi-centre. Vous doutez bien que si Anna demi-centre, pivot secteur central, avec les deux numéros 3 regroupés autour du pivot, forcément vous avez isolé les deux numéros 2 qui vont se retrouver, les deux numéros 3 voulant se concentrer sur la relation, sur le tir de Anna Gros et sur la possibilité de relation fine avec la pivot. Vous vous retrouvez avec deux arrières latérales qui vont avoir devant elle une numéro 2 qui peut être isolée. Donc on crée de l'espace pour les joueuses de duel. Le pivot étant placé secteur central et la demi-centre buteuse comme Anna concentrant les numéros 3. Donc on peut avoir des situations de duel qui peuvent être vachement intéressantes pour nos arrières latérales. Deuxième idée directrice, c'était placer la tireuse en situation de tir possible, donc Anna nécessairement, mais Monica à mi-distance, un peu Kali aussi, mais surtout Anna, dans le secteur principalement du pivot ou pas, en fonction des avantages qu'on avait été capable de créer. Donc le placement du pivot est très important, vous vous rappelez secteur central, un travail de percussion des arrières latérales, de 1 contre 1, j'ai un petit schéma qui vous montrera après un peu plus précisément si vous n'arrivez pas à me comprendre. Donc, les arrières latérales jouent 1 contre 1 sur les postes 2. Percussion, elles peuvent déséquilibrer à partir de là, elles peuvent déséquilibrer une numéro 3 qui peut peut-être avoir envie d'aider. Voilà, ou du moins les numéros 3 veulent rester en bas autour de la pivot. Si les deux défenseurs numéro 3 restent à 6 mètres, Anna peut prendre un shoot. Si vous avez une numéro 3 qui monte, Poblazic est capable de glisser avec beaucoup de qualité dans des timings très fins. Anna a la possibilité soit de mettre dedans, soit au contraire, et de prolonger le jeu sur l'autre arrière latérale, qui, elle, se retrouvera de fait dans une situation complètement de numéro 2 isolé. Donc l'idée principale, c'était celle-là. Donc voilà, jeu de duel des arrières latérales, et parce que Anna, à un moment donné, représentait un danger secteur central, ça fait monter peut-être le numéro 3, je mets dedans, ou je mets sur les extérieurs. Donc vous voyez, on a capacité à mettre une buteuse comme Anna en situation de tir par le placement du pivot pour aligner les défenseurs, et aussi par la création d'avantages amenés par le duel des arrières latérales, voire des ailières, vous le verrez après par un schéma, où les ailières peuvent avoir un rôle très intéressant pour mettre en situation Anna Gros. Alors voilà, je pense que les schémas, j'ai essayé de vous montrer quelques images avec un petit truc là. Voilà, l'idée, c'était ça. Alors je prends l'exemple de l'arrière droite, Monica. On pourrait imaginer la même chose. Monica capable de jouer son duel sur une numéro 2. Si elle gagne son duel, ça fait. Alors elle peut tirer, bien sûr. Ça fait venir un numéro 3
Et à partir de là, Anna qui reçoit la balle, timing d'engagement, timing de passe. Anna qui reçoit la balle là, a une situation de 2 contre 1 à gérer. Et si jamais ça ferme, eh ben, je peux exploiter un avantage extérieur. Voilà. Donc on a cette situation-là. Et là, par contre, petit souci quand même dans le handball moderne féminin, c'est que de plus en plus d'équipes utilisent maintenant ce qu'on appelle les montées inverses des numéros 2. C'est-à-dire que là, dans cette situation-là, effectivement, le danger était cette montée inverse du numéro 2. Donc, capacité de l'arrière latéral quand elle vient intérieur à solliciter l'arrière opposé, mais surtout Anna aller chercher, pas forcément d'aller chercher à l'opposé complètement, de venir sécuriser ici l'arrière droite pour prendre un tir et pour tourner autour. Et à partir du moment où Anna venait chercher la balle ici et tourner autour, la montée inverse de la numéro 2 était annihilée. Donc ça, voilà. Donc placement du pivot secteur central avec duel des ailes latérales. Deuxième situation qu'on a utilisé beaucoup aussi, c'était la pivot, on la met entre 2 et 3. Donc cette numéro 2-là est isolée, cette numéro 3-là un peu quand même aussi. Capacité à mettre en cours nos ailes latérales, vous rappelez qu'on a une capacité de duel. Si elle gagne le duel, la numéro 3 ferme, et donc là on a un 4 contre 3 extérieur. Si la numéro 3 ne ferme pas, mais malgré tout peut être déséquilibrée, Anna aura une situation d'avantage exploitée parce que celle-là n'aura pas l'occasion de monter. Si jamais c'est celle-là qui monte, toujours pareil, passe dedans ou jeu sur les extérieurs. Et là, moins de danger avec les montées inverses parce que si montée inverse, pivot, la pivot peut se désaligner et ressort la balle pour en près de finir à 6 mètres. Je crois qu'on voit une action comme ça sur la vidéo. Je me souviens plus. Et enfin, l'idée d'utiliser les ailières, c'était faire partir une ailière devant, faire une rentrée une ailière, voilà, qui pouvait permettre de fixer deux défenseurs, mettre en situation Monica, voire Kali Diatou le côté. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation où les deux sont alignés autour du pivot, sinon passe dedans possible. Et ici, on se retrouvait avec Anna qui se retrouvait devant numéro 3 et numéro 2, toujours avec Poppy dans le secteur. Une monte, possibilité de passe à Poppy. Et si jamais ici, pas possibilité de tirer ou pas possibilité de jouer dedans, à ce moment-là, Anna, aiguillée par un croisé l'arrière gauche, qui était capable, qui avait la capacité de revenir dans le secteur central. Et à ce moment-là, on pouvait à nouveau utiliser un jeu sur les extérieurs. Au fur et à mesure, cette situation-là a été annihilée par les adversaires et ils ont fait de la vidéo, ils ont compris. Donc, on avait un deuxième temps avec le replacement de l'ailière gauche à son aile et un croisé arrière-arrière qui amenait souvent un décalage sur l'ailière gauche. Par exemple, là, l'ailière gauche dans le temps pour se replacer sans ballon. Vous aviez l'arrière gauche qui partait secteur central pour chercher l'arrière droite en croisé et on avait Anna qui se retrouvait extérieur ici. Voilà. Dernière solution pour utiliser les ailières. Alors je ne sais pas si c'est très clair parce que j'ai fait ça ce matin, cet après-midi. C'était d'utiliser une permutation entre l'arrière et les ailières. Vous vous rappelez, les ailières ont des capacités de 1 contre 1. Donc, l'arrière avec ballon croisé avec l'ailière. Donc, il y a un certain timing. Et à partir de là, alors avec un redoublement de passe ou pas, l'ailière jouait 1 contre 1 sur sa numéro 2, sur la numéro 2, pour retrouver la situation qu'on a vue précédemment avec Monica tout à l'heure arrière droite, à savoir possibilité de finir à 6 mètres. Si ça la ferme, passe au pivot. Et là, on a trouvé des solutions vachement bien avec les ailières qui trouvaient les pivots. Et sinon, sortie de balle Anna, qui pouvait à nouveau retrouver la situation qu'on a vue tout à l'heure. Tire, il y en a une qui monte, passe dedans, ou alors je prolonge le jeu sur les extérieurs avec celle-là qui peut être isolée. Voilà globalement les situations qui avaient été exposées. Est-ce que j'essaye de montrer quelques images, peut-être si ça marche, Jonathan? Je remettrai ça après. J'essaie de voir si ça marche. C'est une image de 45 secondes. J'espère que ça va passer. Je le montre là. Vous excuserez. Alors, quelques actions de réussite. J'espère qu'ils arriveront à illustrer. Alors qu'on n'a pas repris toutes les actions que je vous ai montrées, mais qui illustrent un petit peu ce qu'on essaie de faire. Je fais attention au son. Parce qu'on peut se casser les oreilles. Ça saccade un peu, Laurent. C'est visible.
Voilà, alors j'ai pas fait d'arrêt sur image, mais c'était pour illustrer surtout mon propos. Je vais essayer de revenir sur le PowerPoint. Voilà, donc si peut-être que s'il y a des questions après, j'ai sorti des trucs. S'il y a des questions, peut-être que je pourrais remontrer les images ou voilà. Je reviens sur le PowerPoint pour qu'on garde la trame. Voilà un petit peu les idées. Bon, bien sûr, vous imaginez bien, même si je pense qu'on aurait dû gagner à Győr, on a fait match nul, ce qui était un véritable exploit. Même si j'ai la prétention de dire que si on ne gagne pas, c'est parce que les arbitres ne nous ont pas aidés sur des décisions dans les 5-6 dernières minutes. Je pense qu'on aurait dû gagner contre Győr. Et puis chez nous, on perd d'un but, mais vraiment physiquement, mais il n'y avait plus Niakali, physiquement, on a souffert. Alors évidemment, tout n'est pas beau, hein. Il y a forcément des problèmes que je vais essayer de vous expliquer là, et puis après, on essaiera de montrer quelques images en espérant que ça passe toujours aussi bien, Jonathan. Donc l'idée, les problématiques que j'ai rencontrées, d'abord, c'est soumis forcément à des conditions. C'est d'abord la capacité des arrières à exploiter l'isolement de la numéro 2 et à transmettre une situation d'avantage. Si vous avez des latérales qui ne gagnent pas leur duel, le jeu pour Anna, secteur central, ne pourra pas se mettre en place parce qu'il n'y aura pas de déséquilibre. Et très vite, les numéros 3 vont réussir à trouver des situations de rupture de distance de combat, de couverture sur le pivot. Et ce qu'on a aussi trouvé en deuxième partie de saison, c'est des numéros 3 qui interdisaient le gain de position du pivot. Donc, comme le pivot était interdit de se placer entre les deux numéros 3, ben, il était difficile pour la pivot de glisser dans le dos du numéro 3 ou de l'autre. Elle était vraiment empêchée, elle était repoussée. Et donc, en repoussant la pivot, ça a repoussé Anna d'autant plus loin. Donc ça, c'était quelque chose de difficile. L'autre pari, parce que très vite, quand vous êtes demi-centre, vous avez une volonté de passer meneuse de jeu et jouer surtout pas qu'Anna perde en qualité. Il ne faut pas qu'Anna perde ses qualités en lui demandant d'organiser le jeu. Anna est une leader, elle a une qualité de lecture et de compréhension du jeu, donc elle était capable de mettre en place des choses. Maintenant, je ne vais pas demander à Anna, je ne jouais pas qu'Anna joue comme Bella Gulden. Ça n'avait pas de sens. Les conditions, c'était la relation fine entre Anna et la pivot, pardon. Ce que je viens de vous dire, c'est que précédemment, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait, les numéros 3, notamment les grosses numéros 3 comme Amorin ou Bradset, les deux numéros 3 de Győr, ont eu la capacité à repousser Poblazic. Poblazic n'étant pas un gabarit costaud, ont eu la capacité à la repousser, ce qui faisait que ce qu'on voulait mettre en place était devenu difficile. Alors, ce qu'on a réussi à trouver comme alternance, c'est que j'ai mis Pauletta Fopa, qui est un monstre, qui est une puissance, qui est costaud, qui est vraiment énorme. Et donc, Pauletta avait cette capacité, elle a forcé le gain de position. Sauf que Pauletta n'avait pas les mêmes qualités de glissement que Poppy. Donc, j'ai réussi quand malgré tout à faire gagner une position par une pivot, mais en perdant un peu sur les glissements. Au début, Pauletta, 19 ans, était dans une situation de progrès énorme et que Pauletta, là, elle faisait très très mal. Les conditions, évidemment, c'est les timings de course d'Anna avec les timings de sortie de balle des partenaires. Si Anna s'engage trop tôt, elle ne peut pas exploiter une situation d'avantage à 2 contre 2. Si elle ne s'engage pas ou c'est trop tard, elle est trop loin, elle ne peut pas exploiter. Et de la même manière, les arrières latérales, si elles ne sortent pas les ballons dans les bons temps de course d'Anna, Anna ne peut pas se retrouver dans une situation d'exploiter de 2 contre 2. Donc ça, cette relation à 2 était vraiment essentielle. Je vous parlais tout à l'heure de Marta Mengue. Marta Mengue qui a un langage espagnol, qui a un langage instinctif, des timings d'engagement qui sont propres à elle, et pareil, des timings de passe qui sont propres à elle. Donc, c'était difficile des fois d'associer Marta Mengue arrière gauche avec Anna Gros. C'était difficile. Autre condition, la capacité d'Anna à gérer le mieux possible, le plus souvent possible, la situation d'avantage. Vous allez voir sur les vidéos, peut-être qu'à un moment donné, j'en ai demandé beaucoup à Anna. Ça nous a amené à être quand même premier du premier tour de Champions League. Et à être très longtemps ex-aequo avec Győr au main round. C'est pour ça que c'était intéressant que Bella Gulden arrive pour mettre une alternance dans notre jeu et être capable de jouer sur les deux registres de jeu. Une demi-centre buteuse, un jeu beaucoup plus direct, et puis avec une joueuse comme Bella Gulden qui était capable de mettre de la science dans le jeu, de l'animation, et capable de déstabiliser l'adversaire et d'innover dans certaines relations à plusieurs. Et puis enfin, et ça c'est difficile pour un grand gabarit, donc c'est pour ça que c'était un sacré pari avec Anna demi-centre. C'était sa capacité Anna grand gabarit, elle est capable de prendre un ballon en course pour pouvoir exploiter ce 2 contre 2 secteur central. Mais l'adversaire va forcément, dans un premier temps, trouver des solutions pour nous embêter. Donc, c'est peut-être dans le deuxième temps, dans le troisième temps qu'on va trouver la solution. Donc, c'est cette capacité d'Anna à se replacer, à se désengager pour pouvoir réenchaîner les courses, réenchaîner un danger proposé à l'adversaire. Donc, ces désengagements, ces réengagements, c'était un sacré pari.
Et quand Anna était en forme, ça allait. Quand Anna était fatiguée, ça pouvait devenir compliqué. Voilà un petit peu les problèmes qui nous ont été posés. Alors, je vais essayer de vous montrer, puisque ça a marché, quelques images issues de… pour vous montrer un petit peu les difficultés qu'on a rencontrées. Ça peut peut-être vous aider à comprendre ce que j'ai pu essayer de vous… Alors, attendez, j'en suis où, moi? J'ai retiré le truc, là, le partage de… Non, je ne l'ai pas Non. retiré. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de le rétablir. Voilà, là, on était en difficulté. Là, je ferai peut-être un reste sur image pour vous aider à comprendre les problèmes. Donc là, vous avez Marta Mengue, ici, Anna Gros, Monika Kowinska. Donc là, on a isolé, vous avez vu, on a isolé pour mettre en situation de 1 contre 1 ici, Marta Mengue, avec beaucoup de place. C'est Da Silva, peur de Anna Gros, donc elle sort sur Anna Gros. Da Silva, un des meilleurs défenseurs d'Europe qui défend en général ici, sort sur Anna Gros parce qu'ils ont peur du tir d'Anna Gros, et donc ça l'a isolé. Duel pas gagné. Duel pas gagné. Duel pas gagné. Perturbation dans la course. Et donc là, sortie de balle, pas de gagné. Et donc compliqué. Là, vous avez vu en plus Anna Gros, difficile dans le 3e temps d'attaque de s'engager 1 fois, 2 fois, 3e fois, difficile, donc elle est trop près. Et elle prend un tir désespéré en appui. Qui aurait pu marquer. Hein. Alors là, un mouvement que nous on appelle, c'est un Yago. Hein. Monika Kowinska par demi-centre pour Anna arrière droite, mais c'est pour ramener, pour un petit peu déstabiliser l'adversaire. C'est des leurres, mais l'idée c'était de ramener Anna dans le secteur central avec pivot secteur central, vous allez voir. Donc duel, vous avez vu, le placement du pivot secteur central concentre les 2 numéros 3 autour du pivot et devant Anna. Donc là, on a une situation d'isolement du poste 2. Duel pas gagné, sortie de balle, vous avez vu, avec Kali qui court en travers, qui part en travers. C'est-à-dire que les appuis sont vers la touche, elle n'a pas gagné son duel, et puis la sortie de balle. Alors la course d'Anna n'est pas top, mais bon, comme c'est pas clair ici, c'était difficile pour elle. Voilà. Et enfin, encore une ou 2 images. Anna, Monika. Là, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que Anna, elle s'est échappée. Anna, là, elle pouvait utiliser l'espace du pivot pour tirer par-dessus le pivot. Moi, je n'ai pas vu un Maureen ou Bradset monter sur les épaules de faux pas pour contrer. Donc là, il y a une situation de tir possible. Elle ne veut pas la prendre, peut-être fatigue, je ne sais quoi. Et après, comme elle est montée en suspension pour faire sa passe, après, elle ne peut plus se désengager. Et puis là, vous avez Bella Goulden, parce que Kalini Akate étant blessée à ce moment-là, j'avais essayé de jouer avec Bella, associer Bella avec Anna. Et là, Bella ne joue pas de duel. Anna n'est pas en rang désengagé, donc on a un jeu qui est stérile. Quoi. Et là, donc, ça joue en dribble, et c'est compliqué. Enfin, ça, c'est aussi les travers d'Anna, aussi de temps en temps. C'est, là, sur les G francs, pardon, je me suis perdu. Sur les G francs, on a souvent trouvé des relations avec la pivot qui se mettait entre les 2 numéros 3 et Anna, balle en main, tourner autour pour jouer avec le pivot ou aiguiller une arrière. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les adversaires, donc c'est contre Győr, ils ont aussi à faire en sorte que Pauletta Fopa ne puisse pas prendre d'avantage. Edwige, un des meilleurs défenseurs du monde, avec Amorin, le meilleur défenseur du monde. Et donc là, les répartitions sont faites pour les défenseurs. Vous n'avez pas de situation d'avantage. Duel 1 contre 1, perdu. Donc situation qui est posée problème. Je ressors de tout ça, si vous voulez bien, pour revenir à ma diapo. Voilà. J'ai dépassé le temps, Jonathan. Je ne suis pas un bon… ça va? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Voilà, alors, est-ce que vous voulez que je vous présente 2-3 situations éventuelles ou est-ce que, parce que moi, je vais essayer de vous présenter 2-3 situations basiques, hein, écoutez, qui dépendent forcément des savoir-faire de mes joueuses, et puis après, parler un petit peu de la formation de la joueuse. Qu'est-ce que vous souhaitez, Jonathan?
Ouais, je pense que ce serait pas mal d'entrer dans du contextuel et du concret, tu vois, avec les deux, trois situations pédagogiques là. Ouais. Je vais essayer, je sais pas, je vais essayer de voir si ça peut marcher comme ça, là. Alors, l'idée d'une situation d'abord de tir. C'est comme chez toi. Je vais mettre Anna situation des arrières. Je bricole un peu avec vous, hein, parce que je n'ai pas les conditions matérielles, vous m'excuserez. L'idée est la suivante, voilà, c'était de dire ça, c'est une situation où vous avez les quatre plots. Là, c'est quatre plots, les verts. Quatre boudins, on va dire, parce que moi, j'ai des boudins gonflables. Vous avez ici une colonne de demi-centre. Vous avez une arrière latérale droite, une arrière latérale gauche. Des arrières latérales ici, voilà. Et l'idée, c'était de dire balle en main, la demi-centre. Alors, il y a une colonne de demi-centre. On aurait mis une colonne de demi-centre hein, avec des ballons. Une colonne de demi-centre avec des ballons. La demi-centre va en dribble dans l'espace entre 2 et 3 pour sortir la balle à la latérale extérieure, donc sortie de balle. Pendant ce temps-là, après la sortie de balle, la demi-centre se désengage pour un contre 1 intérieur de la numéro 2, sortie de balle à la demi-centre qui reçoit la balle en courant et qui prend un tir dans le secteur central. Voilà. Et donc ça s'enchaîne à gauche, ça s'enchaîne à droite. Donc ça, c'est une situation d'échauffement-tir qui permet de régler un problème d'engagement, de désengagement pour se réengager. C'est-à-dire que la joueuse est disponible. Après, régler des problèmes de timing sans contexte de défenseur contraignant, une sortie de balle entre la passeuse et la future tireuse. On peut le faire à gauche, on peut le faire à droite. Et l'idée à partir de là, ce sera même de mettre derrière une numéro 3 de chaque côté, éventuellement avec un pivot. C'est-à-dire que la numéro 3 opposée, si je plaçais un défenseur, mettons que je mets un défenseur ici, l'autre côté, pardon, sur la réception de balle, si le numéro 3 ferme pas, je prends un tir sans contrainte. Si le numéro 3 derrière ferme, j'ai un tir avec un contre. Et si je mets derrière en plus un pivot, je n'ai pas le même truc que vous, pardon. Voilà, parce que là c'est un miroir. Voilà, la joueuse reçoit la balle ici. Si le numéro 3 ferme, je peux prendre un tir, mais je peux aussi sortir la balle au pivot. Donc, on a des situations d'avantage de contrainte. Donc, c'est un échauffement basique, un échauffement gain de but. Ça peut être une première situation d'échauffement qui amène engagement, désengagement de tir. Après, moi, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est on met deux défenseurs avec un pivot, une arrière latérale de chaque côté, une demi-centre. Les espaces sont délimités de chaque côté. D'accord ? Donc, un 2 contre 2, demi-centre. Et là, à partir de relations de passe des arrières latérales, la demi-centre peut essayer de jouer le 2 contre 2. Si ça monte, je peux jouer au glissement de pivot. Si ça ne monte pas, je prends un tir. Et les alternatives face aux deux défenseurs qui vont forcément s'organiser pour gagner sur le 2 contre 2, ce serait de chercher des croisés. Les arrières latérales pourraient rentrer dans le secteur central qu'à la condition où il y a un croisé. Et s'il y a un croisé, la joueuse qui a provoqué le croisé doit sortir du jeu. Et donc, on se retrouve toujours dans le 2 contre 2 à gérer. Vous voyez, je redis parce que ce n'est pas simple. Un latéral de chaque côté, sur un travail de fixation, jeu de demi-centre pour gagner pour tourner autour du pivot et pour exploiter la relation demi-centre-pivot face à deux défenseurs. Si ça monte, je peux donner dedans. Si ça ne monte pas, je peux prendre des tirs. Mais les défenseurs vont s'organiser pour gérer ce 2 contre 2. Donc, je peux aiguiller. D'abord, je peux ressortir les balles sur l'extérieur, désengager et recommencer. Sinon, je peux aiguiller l'arrière latéral par un croisé qui va se retrouver à nouveau à un 2 contre 2. Et la demi-centre sort. Et ça, autant de fois qu'on veut. On peut imaginer que si l'arrière gauche arrive ici, si elle n'arrive pas à exploiter quelque chose, elle peut chercher l'arrière droite en croisé, qui à nouveau, elle va se retrouver en 2 contre 2. Donc, au fur et à mesure, forcément, le 2 contre 2 secteur central, avec les déséquilibres successifs que vous entraînez, va créer un 2 contre 2, va créer un avantage que vous pourrez exploiter. Ça va faire travailler les trois arrières. Ça, c'est intéressant. Le préambule à tout ça, c'est de dire je ne pars pas d'une situation qui est proposée à des joueuses qui jouent en départemental ou en régional. Hein. Je pars moi du principe de mon équipe. Hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire des filles qui ont des savoir-faire, des joueuses qui sont sûres de leurs compétences, qui ont confiance dans leurs choses, et j'essaie de ne pas les amener trop là où elles sont emmerdées. Troisième situation qu'on pourrait proposer, ce serait pour régler un problème de timing d'engagement arrière de demi-centre. Ce serait simplement un 3 contre 3 secteur central, où on pourrait éventuellement jouer au départ sur les contraintes des défenseurs, on n'a pas le droit de sortir de 9 mètres, ce qui fait que ça permet aux trois attaquantes autour de jouer autour,
D'accord. Et si jamais il y a un défenseur qui doit sortir, c'est un seul. Un seul défenseur peut sortir éventuellement des 9 mètres. Et à partir de là, il faut être capable de jouer dans les espaces dans le dos. On peut éventuellement amener même une rentrée. Et donc, l'idée là, ce serait de travailler à partir des numéros 2 de chaque côté, puisqu'ils n'ont personne pour les aider extérieurs, forcément, vont sécuriser l'extérieur. Donc, ce qui fait que ça va aider l'arrière latéral à pouvoir gagner intérieur, qui fait que ça peut aider le numéro 3. Ça va amener certainement un numéro 3 fermé. Et à partir de là, on a des sorties de balles que la demi-centre pourra exploiter. Si jamais ça ferme, je le prolonge et ça ferme. Donc, situation très simple, toujours dans les basiques, dans les gammes qu'on répète. Ça, la variante, ce serait de rajouter des ailières, donc un 5 contre 5. Notre ami Olivier Krumbolz adore les 5 contre 5. Donc, amener 5 contre 5. Et là, on se retrouve dans la même situation, sauf que les arrières, s'il y a le débord extérieur, elles peuvent prolonger aux ailières. D'accord. On peut aussi avoir un jeu d'ailières pour amener sur l'intérieur. Et là, chacune doit être capable d'exploiter les avantages. Attention, montée inverse, si on accepte que les défenseurs sont des 9 mètres. Et surtout, ça permettait aussi d'introduire, vous vous rappelez, dans les mouvements que j'ai présentés, c'était celui-là, je crois. Hein, celui-là, ouais, si vous regardez l'écran, il y a un croisé arrière, balle en main, arrière, ailière, qui pouvait avoir un redoublement de passe ou pas. Je sais qu'avec Coralie Lasource, on n'avait pas besoin du redoublement de passe demi-centre ailière. Qui là, Coralie joue un contre un. Et là, on se retrouve dans la situation à nouveau des avantages à exploiter. Petite remarque, si jamais Coralie Lasource, en venant à l'intérieur, prend trop de place et amène son numéro 2, la demi-centre, elle peut croiser. Ça peut être vachement intéressant, ça. Avec une arrière qui est un peu écartée, qui peut même, si elle ne veut pas finir à l'aile, repartir, enfin, etc. Donc ça, c'était intéressant. Après, comme autre situation, toujours, parce que moi, mes joueuses, elles ont horreur des situations basiques de gamme. Le plus vite possible, il faut les mettre à 6 contre 6. Donc, elles savent jouer au handball. Et à partir du moment où on les met dans des situations à effectif réduit, elles ont l'impression qu'elles ne font pas du handball. Bon. Donc, ça peut être, vous faites 4 contre 4 secteur central. Et là, l'alternative, ça pourrait être de jouer un jeu libre à partir des duels des arrières pivots placés entre le numéro 3. Et puis, on retravaille. Les attendus, c'est toujours la capacité des arrières à jouer les duels, la capacité à sortir des ballons avec Anna qui est capable de les protéger pour exploiter ici un tir, voire tourner autour. Et puis, si jamais c'est vraiment concentré, prolonger le jeu pour que celle-là puisse jouer un contre un et les enchaînements possibles. Hein, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et l'alternative pour travailler toujours dans désengagement-engagement, ce serait de demander par exemple à Anna, si on travaille toujours avec Anna demi-centre, c'est Anna, tu portes la balle en dribble entre 2 et 3, d'accord, pour sortir la balle à l'arrière, et on joue à partir de ta sortie de balle arrière, c'est-à-dire que là, Anna va être obligée de se désengager. Donc on peut renforcer et travailler sa capacité à s'engager, se rengager et à enchaîner systématiquement. Voilà. Donc elle part, je redis, hein, elle part en dribble, par exemple, et l'idée, ça part de ça. On peut aussi la faire partir d'ici. Elle n'est pas obligée de dribbler. La position de départ, c'est Anna, tu es à 9 mètres avec ballon, tu sors la balle à une arrière et tu te désengages, et à partir de là, ça joue, ça enchaîne. Et puis à partir de là, écoutez, on passe à la dernière situation, c'est 6 contre 6. 6 contre 6, où là, on peut reprendre un petit peu tout ce que je vous ai proposé dans les différents schémas. L'idée, c'est de repartir toujours à partir des situations de 1 contre 1 menées par l'arrière sur les sorties de balle de Anna. On peut remettre le croisé. Donc, ça fonction des temps de thème. C'est-à-dire, il y a un thème où on part à partir du jeu des arrières, un thème où on part à partir du jeu des ailières sur des rentrées ou sur le croisé, et puis et le jeu d'arrière, pardon, alterner position pivot au secteur central, soit pivot placé entre 2 et 3 à l'opposé. Il faut un point de fixation ici. Alors, nous, le point de fixation, on l'a amené toujours par un croisé arrière-ailière. Donc, ça a amené un peu les défenseurs ici. Sortie de balle par Anna. Donc, celle-là, ça peut être isolé. Sortie de balle d'Anna pour l'arrière opposé qui joue un contre un. Et là, sur le retour, si le 1 contre 1 est gagné, on peut avoir une situation d'avantage. Voilà. L'ailière se replace, l'arrière se replace. Voilà. Donc, et donc là, j'ai envie de vous dire que ces situations de 6 contre 6, c'est moi, j'ai une commande, je mets des thèmes. Mais c'est surtout après les régulations qu'on y met dans la situation. Ça veut dire que d'abord, c'est aussi pas que moi qui régule. C'est je demande aux joueuses déjà, hop, top, comment vous évaluez ce qui s'est passé là. Faites-vous, évaluez-vous là. Et échangez, c'était bien, c'était pas bien. Toi, par exemple, Kali, ce que Anna a fait pour toi, c'était bien. Anna, c'était bien ce qu'a fait Monica pour toi. Oui, non. Qu'est-ce que tu aurais voulu quoi? Anna, tu aurais voulu quoi? Tu aurais voulu que la passe aille là, tu aurais voulu que la passe soit dans ce timing. Et puis Anna ou Kali, le placement du pivot ici, il te dérange ou ne te dérange pas?
Tu préférais que le pivot soit plutôt de l'autre côté? OK. Donc, c'est constamment des ping-pong où moi, j'essaie de les mettre dans des situations où j'essaie d'avoir des attendus, voilà, des thèmes. Je les mets dans des situations à thème. Et après, j'essaie de fixer un petit peu les attendus possibles. Mais elles, par leur capacité à construire la situation et à mettre en place des relations fines, à échanger sur les attendus de chacune, elles construisent aussi beaucoup plus que moi la qualité de la situation. Voilà, donc c'est vraiment un échange collaboratif. C'est pas Bezo qui dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si elles veulent faire parce qu'elles sont disciplinées, c'est parfait. Je suis pas sûr que ça marche parce qu'on peut pas toujours anticiper ce que vont faire les défenseurs. Mais c'est de dire voilà, voilà les filles. Moi, j'aimerais bien qu'on soit capable d'exploiter un petit peu l'utilisation de la percussion des arrières sur les numéros 2 pour voir si ça met en situation de demi-centre. On peut utiliser ce mouvement-là. Voilà. Maintenant, on fait. Moi, j'aimerais qu'il y ait ça, ça de respecter. Et non, vous faites. Et après, voilà, feedback, aller-retour. Et on essaie de voir un petit peu ce qu'on retient. À tel point, c'est qu'à la fin d'une séance, on se regroupe. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on continue de faire? Qu'est-ce qu'on arrête de faire? Quel est le point qu'il faut améliorer la prochaine fois? Et donc là, on essaie d'avoir pareil, une alternance entre ce que les joueuses disent et ce que moi je peux dire avec mon staff, parce que j'ai la chance d'avoir un staff fourni autour de moi. Voilà un petit peu par rapport aux 2-3 situations, Jonathan. Excellent. Merci beaucoup pour ta pédagogie sur le tableau qui n'était pas facile hein, finalement. Hein. Non, On je me avait suis fait un l'impression que torticolis là. Envoyé, je on vais solliciter les Minerves belges. Hein. on avait l'impression que tu jouais un peu de musique, tu vois, avec un violon. Mais c'était en tout cas très lisible et très compréhensible. Écoute, je te propose peut-être d'arrêter l'intervention ici Ouais. et de prendre le temps de répondre à l'une ou l'autre question. Ici, actuellement, j'en ai deux qui sont plus une personnelle. Ceux qui ont des questions, j'encourage à réagir par le chat. Alors, je vais commencer, si tu le veux bien, par une question sur ton effectif. Et cette question, elle est venue quand tu présentais l'équipe et l'effectif. Un entraîneur voulait savoir quel était le ratio de ton effectif et des joueuses sorties du centre de formation. On va reprendre le tableau si tu veux bien, d'accord? Ouais, ouais. Reprendre le tableau, moi, sachant que le club de Brest est un club jeune Ouais. qui a investi très fortement dans la formation. Mais la formation, vous savez très bien qu'il faut ça met du temps. Ça met du temps. Donc, le problème que j'ai, c'est que dans la liste des joueuses que vous allez voir là, n'apparaissent pas les joueuses qui sont qui sont du centre de formation actuellement. Donc, je vais remettre le partage d'écran. Donc là, actuellement, les joueuses qui sont issues de Brest, on a Quignou, on a Coatanea, on a Toublanc, on a Lehir et on a une joueuse qui n'est plus là. C'est vrai qu'on ne l'a pas regardée. Donc il y a ces joueuses-là qui sont issues du club. Donc Quignou, Coatanea, Toublanc, ça fait 3, 4. Et la cinquième, elle n'est pas là. Ok. Voilà. Donc ça fait 4 joueuses. Ce qui, pour moi, pour un club qui est jeune et qui joue au plus haut niveau, est-ce qui est vraiment intéressant. Ouais, clairement. La deuxième question, et là c'est relatif à ton projet de jeu et ce que tu pourrais adapter en cours de saison. Donc je te lis la question. Le projet de jeu est construit avec une certaine dépendance d'Anna Gross, donc dans tes deux présentations. Comment Laurent pourrait s'adapter en cas de blessure d'Anna? Donc, à mon avis, dans la gestion, dans le managerat, tu vois, Oui, oui, plus dans oui. l'adaptabilité. C'est une très bonne question. À partir du moment où tu construis quelque chose que tu veux être un axe fort de ton projet de jeu, tu dois imaginer les alternatives parce que l'adversaire va son boss et que tu dois être capable de surprendre. Donc, les alternatives, c'était le retour de Bella qui proposait un jeu beaucoup plus traditionnel. J'ai mis Anna avec Bella, mais on pouvait très bien mettre Monica, ça a été fait. J'ai volontairement, pour écourter le propos, pas parlé d'Amandine Tissier sur le poste de demi-centre. Amandine Tissier, c'est quelque chose, c'est une très bonne joueuse française. Et donc, Amandine Tissier, le temps que Bella arrive, était l'alternance qui était proposée aussi au jeu d'un agro demi-centre. Donc,
c'était cette capacité arrière droite à jouer avec Monica Kominska, voire Anna, parce qu'Anna, quand Amandine Tissier était demi-centre, Anna pouvait passer à droite. Et aussi, comme je vous l'ai dit en préambule dans la présentation des qualités des joueuses, ce qui est important dans une équipe, c'est aussi de construire un patrimoine, une culture. Et parce que quand on joue tous les 3 jours, comme quand vous êtes engagé en Champions League et en Championnat de France, avec un calendrier très dense, vous jouez tous les 3 jours et vous n'avez pas beaucoup de temps pour travailler. Donc, vous capitalisez aussi sur ce qui a été produit les années précédentes. Et Martha Mengue avec Amandine Tissier, c'est des joueuses qui ont déjà joué ensemble, par exemple. Vous voyez, et d'autres joueuses. Donc, il y avait aussi d'autres possibilités en sollicitant d'autres joueuses. Là, de manière abusive, je vous l'accorde, j'ai parlé beaucoup du positionnement d'Anna Gros au demi-centre parce qu'il me semblait que c'était ce qui était l'innovation du club de Brest. J'ai envie de vous dire même quelque chose qui était nouveau en Champions League cette année. Ouais, clairement, on a vu le résultat sur le rapport de force notamment. Alors, j'ai une autre question. Dans le projet de jeu Brest Handball, il y a pas ou très peu d'entrée des arrières. Est-ce que c'est voulu? Oui, tu as raison. Il y a des rentrées de demi-centre, mais quant à Anna demi-centre, tu ne la fais pas rentrer demi-centre. Encore que sur le jeu, quand les adversaires, l'alternative que proposaient quelques adversaires, ils ne le faisaient pas longtemps parce que là, on marquait but sur but. C'était devant Anna demi-centre, c'était de passer en 1-5, une joueuse devant, qui essayait de perturber la relation de l'arrière avec Anna et surtout qu'empêcher Anna de se rapprocher. Et donc là, on avait tout un système de jeu, on faisait partie des ailiers dans mais surtout, Anna faisait croire qu'elle cherchait une arrière en croisée, balle en main. Quand la balle sortait sur l'arrière opposé, Anna rentrait en pivot. Donc par rapport à l'attaque d'une 0-6, il ne me semblait pas très intéressant. Mis à part ce qu'on appelle un Danois, ça va être une rentrée de demi-centre à l'opposé de sa passe, qui mettait en course. Donc c'était plutôt utilisé ça avec Amandine Tissier et Bella Goulden. D'ailleurs, c'est une bonne question parce qu'à Bietigheim, le jeu avec Anna Gros demi-centre, on est en train de perdre le match. Très clairement, à Bietigheim, on est en train de perdre le match. Et je fais le choix de mettre Amandine demi-centre, Amandine Tissier demi-centre, de replacer Anna arrière droite en alternance avec Monica Kominska. Et Amandine Tissier, par une succession de rentrées demi-centre à l'opposé de sa passe, a débloqué les situations. Et là, on a mis des buts et des buts et des buts. Et on a remonté le score. Et on a gagné le match comme ça. Donc, c'est une bonne question par rapport à ça. Mais derrière latéral, non. Ou alors, ça nous était arrivé de faire, mais toujours avec Bella Goulden ou Anne-Mandi Tissier, des permutations d'arrière pour après une rentrée balle en main de l'arrière latéral, ce que nous, on appelle pénétration, pénard, pénétration arrière. Mais quand vous aviez un jeu avec Kali, Monica et Anna, ça ne semblait pas intéressant. Mais pour finir la réponse, quand je mettais Martha Mengue arrière gauche, arrière droite, Martha Mengue, qui est très très forte au poste des pivots, qui est capable de jouer des deux mains, qui est capable de tout faire, elle, je pouvais aussi la faire rentrer dans les pivots. Et ce n'est pas présenté effectivement dans le projet de jeu parce que c'était trop long de vous montrer tout le truc. Ouais, voilà. Ça marche. J'ai utilisé, mais de manière très, très ciblée sur certains adversaires et très rarement. Ouais, très ponctuel par rapport Ouais. à l'équipe adverse. Alors, je reçois beaucoup de questions, mais je te propose peut-être d'en faire 2 ou 3. Hein, Comme tu veux. Comme tu veux. Alors là, c'est plus sur la formation peut-être des jeunes filles. Et la question, elle est rédigée sur comment gérer la perte de confiance, souvent très marquée et régulière chez les filles. Alors, je pense qu'il a voulu mettre fille, on va dire jeune fille, et puis dame. Ouais, écoute, je ne sais pas s'il y en a plus chez les femmes que chez les hommes. Écoute, je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose aussi qui est propre à chacun. Une chose est sûre, c'est qu'un sportif de haut niveau, pour pouvoir s'exprimer, et parce que c'est toujours le sport de niveau, c'est gain de temps, gain d'espace, gain d'énergie, et que vous devez faire tout avec un maximum de précision et avec un gain d'énergie et un gain d'espace, et c'est clair. Et pour réussir à être très performant, vous devez avoir confiance dans ce que vous faites. Parce que quand vous n'avez pas confiance, vous avez inconsciemment, physiquement, psychologiquement, une détérioration du geste, une détérioration de l'engagement. Donc, quelque part, comme vous n'y croyez pas complètement, vous n'avez pas cet engagement complet qui vous permet de réussir. Donc, la confiance en soi, évidemment, c'est quelque chose d'essentiel, de ne pas douter. Je parlais tout à l'heure de la buteuse. Une buteuse qui doute, elle ne tire plus. Donc, une buteuse qui ne doute jamais continue à tirer, et même si elle rate les tirs. Donc, pour éviter qu'elles perdent confiance, d'abord, il faut mettre les joueuses dans les situations, dans leur point fort, et faire en sorte de ne pas leur mettre dans les situations de leur point faible, parce que déjà, il y a aussi l'estime de soi.
Donc, une joueuse qui se sent ridicule ou qui se sent en situation d'échec parce qu'on la met dans ses points faibles, c'est un truc que vous allez prendre un effet boomerang, ça c'est sûr. C'est le fait de la confiance, ça se gagne à l'entraînement, par la répétition du travail, par la qualité du travail, la qualité de l'engagement, par la réussite à l'entraînement, par la réussite en match. Et donc, quand il y a une situation d'échec, il faut avoir cette capacité à échanger avec la joueuse pour la remettre sur le chemin de cette réussite. Et ça doit partir d'elle. Ça doit partir de ses ressentis. Ça doit partir un petit peu de comment elle appréhende la situation. Vous pouvez vous entraîner en étant extérieur à elle, lui donner quelques pistes, mais vous ne pourrez jamais complètement faire à sa place. C'est pas possible. Donc, la confiance, c'est d'abord amener les joueurs sur leur point fort. C'est positiver. Ça veut dire que ce n'est pas toujours parler, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça, oh, gueuler à tort et à travers quand une joueuse rate, et puis jamais rien dire quand la joueuse réussit. C'est vraiment être capable de positiver, de collaborer et de faire des feedbacks, de faire de la vidéo. Parce qu'à un moment donné, la joueuse n'a pas forcément la représentation la plus juste possible si elle ne part que de son ressenti, de la représentation de ce qu'elle a vécu. Donc de lui montrer des images sur ce qu'elle a fait pour la rassurer et voir à un moment donné pour qu'elle a ressenti, pour dire mais qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, pour la remettre sur le chemin d'une réussite ou d'une performance, ça me semble important. Après, il y a d'autres procédés. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi des préparateurs mentaux ou des gens qui sont chargés, on appelle en France nous des accompagnateurs de la performance. Donc voilà. Mais je pense que ça c'est important. L'échange, positiver, avoir toujours un regard bienveillant, mettre les filles sur leurs points forts et puis les saluer et les protéger. Quand une joueuse est en situation d'échec, ça ne sert à rien de la laisser en situation d'échec. Il faut la protéger, il faut la sortir. Voilà. Et ça, la joueuse vous sera redevable, c'est sûr. Merci. Alors, en lien justement avec, tu parlais des qualités des joueuses. Ici, j'ai une question sur plus au niveau amateur, donc toujours dans la construction du projet de jeu, pardon. Doit-on regarder aux qualités individuelles de chaque joueuse pour construire le projet de jeu? Est-ce que le gabarit doit être pris en compte aussi? Quel conseil pourrais-tu donner sur une conception de projet de jeu dans le monde non pro? C'est la construction d'un projet, c'est toujours la démarche de projet. Hein. C'est constamment un va-et-vient entre une idée du jeu que vous voulez avoir et les qualités des joueuses et le vouloir des joueuses. C'est toujours cette alternance, c'est-à-dire c'est constamment voilà, des va-et-vient sur tout ce que vous voulez et ce que les joueuses peuvent faire, les joueuses, qu'est-ce qu'elles peuvent vous apporter, et donc à partir de là, ça peut vous faire évoluer votre projet de jeu. C'est constamment ça. Et ce n'est pas quelque chose de figé. C'est vrai que c'est rassurant pour un entraîneur de dire ben, moi je veux faire ça, donc les joueuses, vous allez faire ça. Ça peut vous emmener dans un mur si vous vous êtes planté au départ dans la définition de projet de jeu. Et puis surtout si elles ne veulent pas faire. Et c'est bien aussi de partir des qualités de jeu, mais en même temps, il y a aussi une démarche avec les joueuses d'appropriation du projet en échange avec elles pour que le meilleur moyen de réussir, et c'est dans la démarche de projet, c'est de faire croire aux joueuses que le projet de jeu est aussi l'issue de leur volonté à elles. Donc c'est aussi un jeu de négociation, un jeu subtil qui fait qu'à un moment donné, elles ont l'impression que ça vient d'elles. Et l'idée, quand même, pour gagner, pour marquer des buts, vous n'allez pas marquer des buts si une joueuse est incapable de marquer. Je prends un exemple absurde. Une joueuse n'a aucune qualité de débordement et vous mettez des joueuses en situation de débordement alors qu'elles sont incapables de gagner. Donc, de toute façon, c'est impossible pour vous de marquer des buts. Donc, autant faire ce peu que pour être efficace, de placer les joueuses dans des situations de points forts. Après, notion de gabarit, pas gabarit, c'est tellement relatif, c'est dans un rapport de force. Il est évident qu'en fonction du et de la capacité de mobilité des joueuses, il y a des grandes maintenant qui ont des capacités de mobilité invraisemblables. Amorine, la brésilienne qui joue en Hongrie, c'est un défenseur très grand, mais qui a des capacités, qui est puissant, qui est costaud, qui a une mobilité incroyable. Donc cette grande-là, vous pouvez la faire jouer comme une petite. Donc c'est aussi en fonction des compétences motrices des joueuses et des intentions qu'elles peuvent avoir. Donc il faut réussir à placer les joueuses, encore une fois, même en défense, dans leur avantage. C'est vrai que des grands gabarits, vous pouvez jouer le contre. Moi, il m'est arrivé d'avoir 3 joueurs à plus de 2 mètres, comme ce que j'ai entraîné les garçons, en première division, et j'avais 3 joueurs de 2 mètres, je me suis dit, tiens, je vais faire une 0,6. Sauf que alors, les mecs qui 0,6, mais ils étaient 2 mètres, ils n'avaient pas la mobilité suffisante. Vous tombiez face à des adversaires qui avaient des capacités à tirer à travers, capacités à tirer par-dessus, capables de traverser, et c'est mes grands machins qui étaient à 6 mètres, ils n'arrêtaient pas même de prendre des tirs par-dessus. Parce qu'ils étaient déséquilibrés par le bas, donc ils se baissaient et on ne pas par-dessus. Donc, je veux dire, grand ou pas grand, ce n'est pas tant ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut construire en associant les joueurs, les joueuses. Il est clair que pour défendre en 0,6, il est quand même plus intéressant d'avoir des joueurs ou des joueuses qui ont un minimum de gabarit dans le secteur central. Ça paraît évident. Sinon, ça peut être compliqué. Sinon, on allait peut-être sortir une 0,6 avec beaucoup plus de profondeur, tiroir,
une défense peut-être homme à homme, qui donne la possibilité de pouvoir se désaligner et prendre de la profondeur, alors qu'une défense de zone, c'est une défense qui va être plutôt géométrique, architecturale, et où chaque joueur dépend les uns des autres par rapport à ce qu'ils ont à faire. Voilà, ils ont chacun un secteur, ils se déplacent en fonction de la balle, mais chacun se déplace les uns par rapport aux autres. Une défense homme-homme peut prendre des initiatives dans le désalignement, dans les réalignements, ce qui fait que la 0-6, par exemple, qui est sortie par les Espagnols en 2013 quand ils sont champions du monde, vous avez une 0-6 qui a complètement changé les dogmes, avec des numéros 3 qui sortaient très haut à l'opposé, des numéros 2, et vous avez aussi, vous faisiez une photo à un moment donné, un arrêt sur image, mais jamais on aurait pu penser que la défense 0-6 des Espagnols à ce moment-là, c'était une 0-6. On aurait pu penser que c'était une 3-3, une décalée, etc., etc. Donc, c'est aussi les intentions. Voilà. Et après, la capacité des joueurs à effectivement répondre à ces intentions. Merci. Allez, dernière question. Et là, c'est relié sur la formation des jeunes. Dans le cadre de ton métier, entraîneur professionnel, est-ce que tu as un lien et des missions avec le centre de formation, notamment sur le travail de fond, en fonction peut-être des manquements ou des perspectives que tu veux avoir dans le projet de jeu de l'équipe senior? Bon, d'abord, en préambule, ce n'est pas toujours simple dans les clubs, hein, parce que les clubs, c'est aussi des territoires, c'est aussi des luttes de personnes, c'est des luttes d'ego, c'est pas simple toujours dans les clubs. C'est comme dans la vie, quoi. Bon, par rapport à mon métier, moi, j'ai un œil effectivement sur le centre de formation, où j'essaye d'abord de donner quelques, pas directives, mais de faire savoir un petit peu quelles sont les joueuses que j'aimerais, quelles sont les joueuses que j'aurais besoin dans quelques années. Parce que la formation, ça prend du temps. Voilà les joueuses qui seront à identifier, à faire sortir en quelques années, des postes et des certains types de joueuses. Et puis après, en fonction des joueuses qui ont été recrutées, où je jette un œil sur le recrutement, mais en même temps, un responsable de centre de formation, il va d'autant plus s'investir, mais d'autant plus qu'il se sent libre. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Et moi, je n'aime pas faire de l'ingérence. À partir du moment où vous faites confiance à quelqu'un, vous le laissez libre, quoi. Ce n'est pas toujours le cas partout, d'accord? Bon, donc moi, j'essaie de rester dans cet esprit-là. Et après, il y a des besoins à court terme et des besoins à moyen terme. Là, par exemple, l'année prochaine, notre centre de formation, il va être divisé en deux groupes, on va dire deux groupes. Un groupe qu'on va appeler probatoire, qui sont des premières années qui rentrent en centre de formation. On va essayer d'installer des prérequis. Et après, à partir de joueuses qui sont en deuxième année, troisième année, on va appeler ça les centres de formation pro, où les filles sont intégrées à l'entraînement des professionnels. Donc, c'est moi qui les entraîne avec mon staff. Et puis, elles sont des fois réinjectées dans le centre de formation pour pouvoir avoir un travail personnalisé, individuel, inhérent à leur apprentissage du métier de joueuse professionnelle. Donc, on essaie de mettre ça en place. C'est pas toujours simple. On va essayer de faire ça. Ce ne sera pas toujours simple. En tout cas, Laurent, il y a une petite perte de connexion. J'espère que tu nous entends. Oui. Je souhaitais vivement te remercier pour la qualité de l'échange, ta pédagogie et ton expérience. C'était vraiment très riche. J'espère que les entraîneurs qui étaient ici vont continuer à perpétuer tes conseils et faire partager ton expérience au handball belge et ici, évidemment, au handball belge féminin. Voilà. Écoute, merci de m'avoir entendu, hein, m'avoir écouté, pardon. Merci beaucoup et merci à vous. Très honoré. Pour votre information, je vais bientôt venir en Belgique, non pas pour le handball, mais comme j'y ai vécu quand j'étais gamin, j'ai la volonté depuis quelques mois de revenir retrouver mes sources. Alors là où j'ai habité, voir comment ça a changé. Parce que j'ai été, par les réseaux, on m'a fait ainsi en disant c'était bien vous, Laurent Bezeau, qui était en Belgique. Je dis oui, c'est moi. Donc je vais peut-être aller refaire un tour pour voir comment ça a changé. Voilà. Écoute, n'hésite pas, tu seras bien accueilli. D'ailleurs, on parle toujours d'un accueil à la belge, tu vois, donc n'hésite pas si tu es sur le territoire. Merci à vous. À très Merci bientôt. Laurent. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.